Al 24 News, édition de l'information de 19h. Bienvenue à vous au menu du jour. À la une ce soir, des dizaines de milliers de Palestiniens continuent leur route vers le nord de Gaza pour rentrer chez eux. Selon les derniers chiffres donnés par le gouvernement palestinien, plus de 300 000 personnes auraient traversé hier la frontière. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, l'occupation sioniste vient de lancer une nouvelle interdiction à l'UNRWA qui doit désormais cesser toutes ses opérations palestiniennes occupées dans 48 heures. L'agence onusienne a réagi et a mis en garde contre les répercussions de cette interdiction. Et puis, suite aux informations faisant état de traitements provocateurs réservés à des ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris, le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Cheib, a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie. On s'intéressera ce soir à la situation en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a tenu une réunion d'urgence alors que les tensions s'intensifient à Goma au moment où des milliers de Congolais ont choisi de partir et de se réfugier à la frontière avec le Rwanda. Et avec le conflit qui s'intensifie entre l'armée congolaise et le mouvement du M23, Médecins sans frontières qualifie de désastreuse la situation à Goma. La situation humanitaire est extrêmement préoccupante selon l'ONU. Gaza, des déplacés en passe de retrouver leur demeure ou parfois ce qu'il en reste. Les terribles malheurs d'une année semblent pourtant ricocher sur la volonté inébranlable des Palestiniens de demeurer sur leur terre. Néanmoins, les malheurs continuent, comme ce Palestinien tué hier dans un bombardement ayant fait des blessés. Ça s'est passé à l'ouest du camp d'El-Nusayra, dans le centre de l'enclave. Un avion de combat de l'armée sioniste a bombardé un bulldozer qui tentait de retirer un véhicule coincé du côté de la colline de Nouairi, à l'ouest donc du camp de Nusayra, ce qui a entraîné la mort en martyre de son chauffeur. Avant de développer les autres titres du jour, on évoque le bilan de l'agression sioniste sur Gaza depuis le 7 octobre dernier. Celui-ci s'alourdit à 47 354 morts et 111 563 blessés, ont indiqué les autorités palestiniennes. Bilan officiel, car il faudrait comptabiliser le nombre de victimes toujours encastrées dans les décombres. Selon les mêmes sources, les corps de 48 martyrs et 80 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. La population de Gaza rentre chez elle dans le nord pour ce deuxième jour de l'ouverture du passage frontalier. Ils sont des centaines de milliers, environ 300 000 personnes ayant traversé le corridor de Netzim, comme on peut le voir à l'image. Les déplacés palestiniens, on en parle encore, qui ont entamé hier le voyage du sud de l'enclave vers le nord, ont dû s'arrêter à mi-chemin et passer la nuit dehors dans le centre de Gaza avant de reprendre leur avancée ce matin. Périple qui n'a pas été de tout repos pour ces milliers de déplacés déterminés à retourner pourtant sur leur terre, coûte que coûte. Souila Kilal. Après la joie et l'euphorie éprouvées par les déplacés en empruntant enfin le chemin qui allait les mener chez eux, dans leur nord natal, ces Palestiniens se sont heurtés à l'amère réalité du terrain. Parcourir des dizaines de kilomètres à pied, en famille, avec des enfants en bas âge et des personnes âgées, chargées d'affaires, souvent blessées, n'est pas chose aisée. Ils ont marché des heures, mais ont été rattrapés par la nuit avant d'arriver à destination.
Nous sommes ici depuis 13 heures, il est maintenant 18h30. Personne ne s'occupe de nous, personne ne s'inquiète de nos conditions de vie. Certains d'entre nous sont dans le nord et nous ne pouvons pas communiquer avec eux, même le réseau est coupé. Regardez mes enfants, ils sont épuisés. J'étais avec ma famille, nous avons marché depuis Nusayrat. Alors que nous marchions vers Wadi Raza, nous avons été séparés. J'ai marché tout au long du chemin. Je n'ai même pas pu boire un verre d'eau. Les béquilles se sont cassées et je les ai attachées avec une corde. Notre vie est tragique. Je ne sais pas où aller, où passer la nuit, ni quoi faire. Nous ne savons plus quoi faire. Épuisés, affamés et pour certains séparés de leurs proches dans la cohue du déplacement, ces Palestiniens n'ont eu le choix que d'arrêter d'avancer en arrivant au centre de Raza pour reprendre leurs esprits et retrouver leurs proches en attendant de reprendre leur périple aux premières lueurs du soleil. Mais comment reprendre des forces dehors dans le froid, au milieu des ruines ? Nous restons ici, j'attends mon père, ma mère et mon frère. Nous les avons perdus en chemin. Ici, c'est éclairé et nous avons donc décidé de les attendre. Nous avons marché depuis le centre de Raza jusqu'ici. Il n'y a pas de voiture, pas de tuk-tuk, pas de charrette, pas de véhicule, rien qui puisse avancer sur cette route. Je jure que si j'avais su que la route serait dans cet état, je n'aurais pas quitté Khan Younes. Après presque 16 mois de génocide, de déplacements forcés et de dénuement le plus total, les habitants de Raza ne sont pas encore au bout de leur malheur. En attendant de se reconstruire au milieu d'une ville en ruine, les déplacés poursuivent leur avancée vers le nord. Ceux déjà arrivés sur place prennent la mesure du désastre qui les entoure et tentent de retrouver leurs proches qu'ils n'ont pas vus pour certains depuis bientôt 16 mois. Et on fait un bref arrêt sur cette famille, une mère et sa fille pour être beaucoup plus précis, qui ont retrouvé leur demeure. Portrait de Amel Amzian Zitouni. Je ne peux plus supporter ça. Depuis ce matin, je suis ici. Quand je les verrai, j'oublierai toute la fatigue. J'espère seulement qu'ils arriveront sains et saufs, si Dieu le veut. C'est un sentiment de joie et de stress que vit Ali Mohsen dans la ville de Raza. Elle qui a attendu pendant de longues heures l'arrivée de sa fille, son gendre et ses petits-enfants de Der el-Balaha. La famille a été séparée en novembre 2023. La fille Ali Mohsen, Souad Atallah, son mari et ses 2 enfants ont fui le nord et ont été déplacés à plusieurs reprises, ne pouvant revenir que 15 mois plus tard. J'ai attendu 15 mois pour quitter le sud afin de retrouver ma famille. Nos maisons, tout est ici dans le nord. Je regrette le jour où j'ai quitté le nord pour le sud. À chaque instant, mon seul souhait était de revenir. Je suis très heureuse d'être revenue et d'avoir revu ma famille, ma mère et mes sœurs. Dieu merci. Je suis très heureuse. Je remercie Dieu de les avoir gardés en sécurité. Les maisons et les destructions ne comptent pas. Nous vivrons dans une tente. L'important est qu'ils soient toujours vivants et en bonne santé. Environ 650 000 Palestiniens ont été déplacés du nord de Raza depuis le début du génocide sioniste. Ce lundi, des dizaines de milliers de Palestiniens ont afflué le long des principales routes menant au nord de Raza, heureux de rentrer chez eux après des mois de vie dans des abris temporaires et un week-end d'attente sur la route, jusqu'à ce que le passage leur soit ouvert. Et où en sont les négociations entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste pour poursuivre cet accord de cessez-le-feu? Eh bien, le médiateur, le Qatar, annonce le début de la seconde phase du dialogue. 16 jours après la première partie, ce médiateur espère pouvoir commencer les pourparlers avec les 2 protagonistes au cours de la semaine prochaine. L'ONG Médecins sans frontières appelle de toute urgence à une augmentation massive et immédiate
de l'assistance humanitaire dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, dévastée par plus de 15 mois d'agression sioniste génocidaire. L'ONG a souligné que les Palestiniens tentent de reconstruire Rafah à partir des décombres, mais la zone est dangereuse en raison des obus non explosés éparpillés dans les restes des bâtiments qui prendront des années à faire nettoyer. L'UNRWA, l'agence de l'ONU menacée à Gaza, en Cisjordanie, également à Al-Quds occupée, à compter de demain, si rien n'est fait, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu dans la journée, à la demande de l'Algérie, un briefing sur la situation dangereuse à laquelle fait face l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans les territoires palestiniens occupés, menacés d'interdiction par l'entité sioniste. Et lors d'une conférence de presse tenue le jour même au siège des Nations Unies à New York, le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, avait souligné également que le démantèlement de l'agence entraînerait l'effondrement du système social palestinien. Il avait aussi averti que le démantèlement chaotique de l'UNRWA nuirait de manière irréversible à la vie et à l'avenir des Palestiniens et effacerait leur confiance dans la communauté internationale et dans toute solution qu'elle tente de faciliter. L'UNRWA menacée dans sa mission humanitaire, on vient de le voir. À cela s'ajoute le gel de l'aide humanitaire américaine. L'ONU appelle à des exemptions supplémentaires. Le secrétaire général a pris note, avec inquiétude, de l'annonce d'une pause dans l'aide étrangère des États-Unis. Il appelle à ce que les exemptions supplémentaires soient étudiées afin de garantir la poursuite des activités humanitaires et de développement essentielles pour les plus vulnérables dans le monde, dont les vies dépendent de ce soutien. Le secrétaire général se réjouit à l'idée de collaborer avec la nouvelle administration des États-Unis pour apporter une aide au développement indispensable aux personnes confrontées aux défis les plus difficiles auxquels le monde en développement est confronté. Les États-Unis sont l'un des principaux fournisseurs d'aide et il est essentiel que nous travaillions de manière constructive pour définir ensemble une stratégie d'avenir. En Cisjordanie occupée, les vagues d'arrestations continuent. Hier soir, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté 25 civils palestiniens en Cisjordanie, y compris des ex-prisonniers, selon la commission chargée aux affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le club du prisonnier. L'occupation a arrêté des dizaines d'autres personnes à la lumière des opérations militaires dans les villes de Jenin, de Tulkarem, au milieu des harcèlements et dévastations des infrastructures et les destructions des maisons des Palestiniens. On en vient à l'Iran par la voix du guide suprême Ali Khamenei. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Selon lui, Gaza a bel et bien mis l'entité sioniste à genoux. Plus de 15 mois de bombardement n'ayant pas réussi à neutraliser la résistance palestinienne, selon lui. La petite bande de Gaza a mis à genoux le régime sioniste, armé jusqu'aux dents et pleinement soutenu par l'Amérique. Derrière les sourires de la diplomatie se cachent des inimitiés, des rancunes et des intentions malveillantes. Nous devons ouvrir les yeux et faire attention à qui nous sommes confrontés, à qui nous avons affaire et à qui nous parlons. Liban, on tente de retrouver son village malgré l'environnement délétère dû au non-respect de l'entité sioniste avec l'accord de cessez-le-feu. L'entité sioniste s'adonne tous les jours à des violences contre les Libanais. Témoignage. Nous vérifions la maison de mon grand-père et c'est notre maison. À l'intérieur, il y avait une pièce. Nous l'avons vérifiée, mais elle a été détruite. Nous avons payé cher pour cette terre. Il est impossible que quiconque nous la prenne, quoi qu'il arrive. C'est notre terre. Nous y revenons et nous y resterons.
Nous nous tenons sur les ruines de nos maisons. Vous voyez toutes ces destructions. Oui, le village est en effet en ruine. Mais ces destructions ne feront que renforcer notre résolution et notre détermination. Nous poussons à nous accrocher à la résistance plus que jamais. C'est une scène grandiose et magnifique car nous retournons au sud et à la terre du sud. Nous sommes originaires du sud et nous mourrons dans le sud. C'est notre terre et nous ne l'abandonnerons jamais. Et on demeure au Liban. Les Nations Unies indiquent que le recours par l'entité sioniste à la force meurtrière contre les civils rentrant chez eux dans le sud du pays constitue une violation du droit international. Dans une série de messages publiés sur les réseaux sociaux, le Bureau régional pour le Moyen-Orient du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré « Nous sommes alarmés par les informations faisant état d'au moins 24 morts et plus de 100 blessés ces derniers jours, alors que des civils tentent de regagner leur maison dans le sud du Liban. » Lundi, le ministère libanais de la Santé a indiqué dans un communiqué que le bilan des attaques sionistes de dimanche s'est élevé à 24 morts, dont 6 femmes et 134 blessés. Dimanche, le délai des 60 jours imparti à l'armée sioniste pour se retirer du sud du pays a expiré, conformément à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier, tandis que les forces sionistes continuent d'être présentes dans certaines zones du sud du Liban en violation de l'accord selon les médias libanais. Après le Mashraq, on fait la tournée de l'information de notre cher continent, c'est l'Afrique. À tout de suite. Et puis, on le disait en titre, suite aux informations faisant état de traitements provocateurs réservés à des ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien. Selon le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, l'Algérie relève avec une profonde préoccupation les témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police française aux frontières au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. L'Algérie relève avec une profonde préoccupation les témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. L'Algérie rejette toute atteinte, de quelque manière que ce soit, à la dignité de ses citoyens ou de les instrumentaliser à des fins de pression, de provocation ou de tentative d'intimidation à l'encontre de leur pays. Le secrétaire d'État a demandé à l'ambassadeur d'informer son gouvernement de la nécessité de prendre toutes les mesures indispensables afin qu'il soit mis fin, sans délai, à ces agissements et pratiques inacceptables qui déshonorent le gouvernement français. Activité diplomatique en Algérie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu dans la journée un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Marco Rubio. À cette occasion, Attaf a réitéré ses félicitations à son homologue américain suite à sa nomination à la tête du département d'État américain. Les deux parties ont salué la dynamique positive que connaissent les relations algéro-américaines et sont convenus de joindre leurs efforts pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires tels que la défense, l'énergie, l'agriculture, les sciences et les technologies. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Mahraman, est dans le cadre d'une visite qu'il effectue en République de Hongrie, a présidé à Budapest aujourd'hui aux travaux de la 3e session des consultations politiques algéro-hongroises. Cette session a été l'occasion de passer en revue la réalité des relations bilatérales et de discuter des moyens et les promouvoir en renforçant le dialogue politique bilatéral et en exploitant les moyens nécessaires pour les faire progresser.
Situation toujours aussi inquiétante en RDC. On va plus longuement en parler dans quelques instants. Goma, toujours en proie à d'intenses combats entre l'armée congolaise et les groupes du M23 soutenus par Kigali. Combats qui ont fait 17 morts et plusieurs centaines de blessés. Ces dernières heures, Félix Tshisekedi, le président congolais, a tenu une réunion d'urgence pour faire le point de la situation inquiétante. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Justement, dans ce chaos généralisé, une partie de la population tente de fuir la ville de Goma et sa région. Pour le seul mois de janvier, 400 000 civils ont fui le secteur. Au total, les affrontements ont engendré plus de 7 millions de déplacés dans cette partie de la RDC, c'est-à-dire au niveau du Nord Kivu. Le programme alimentaire mondial de l'ONU s'est dit préoccupé par la pénurie de nourriture à Goma après l'interruption de ses activités dans cette grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo en proie à de violents combats. Les activités d'assistance alimentaire dans ce secteur et ses environs ont été temporairement interrompues. Les opérations d'assistance alimentaire à Goma et dans ses environs ont été temporairement interrompues. Le PAM est préoccupé par la pénurie alimentaire à Goma et de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, car l'aéroport et les principales routes d'accès à la région ont été coupées. Ainsi, en fonction de la durée des violences, l'approvisionnement en nourriture de la ville pourrait être sérieusement entravé. On le voit, la situation dans cette partie de la RDC suscite l'inquiétude, non seulement au sein de la part de l'Union africaine, mais également de l'ONU, où on invite toutes les parties à déposer les armes. La situation humanitaire à Goma et dans ses environs reste extrêmement préoccupante. Et ce matin encore, nos collègues de la République démocratique du Congo font état de tirs nourris d'armes légères et de mortiers à travers la ville et la présence de nombreux cadavres dans les rues. On nous signale des viols commis par des combattants, des pillages de biens, notamment d'un entrepôt humanitaire et des attaques contre des installations humanitaires et sanitaires. Les hôpitaux de Goma seraient débordés, luttant pour gérer l'afflux de blessés. La crise humanitaire en RDC s'est encore aggravée depuis notre dernier briefing du vendredi, avec maintenant près d'1 million de personnes déplacées dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Pour le seul mois de janvier, des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir plusieurs zones de conflit actives et la capacité d'accueil et d'assistance est désormais saturée. RDC, on va en parler longuement ce soir pour essayer de mieux cerner la situation. Situation qui alarme cette fois l'ONG Médecins sans frontières qui la qualifie de désastreuse. La région a connu des décennies de violence, mais depuis 3 ans, Goma subit une pression extrême. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées dans la ville. Et depuis décembre, nous avons assisté à une escalade de la violence sur plusieurs fronts à Goma,
Vous pouvez donc constater que la situation est très tendue et que la pression vient de tous les côtés. Les gens fuient. La situation est extrêmement difficile en ce moment. Nos principales préoccupations, comment les gens peuvent-ils trouver ce dont ils ont besoin, les soins de santé dont ils ont besoin, car avec près d'1 million de personnes déplacées à Goma, les violences sont éclatées, les humanitaires ont quitté Goma. Comment s'assurer que les gens obtiennent ce dont ils ont besoin? C'est en effet l'une de nos principales préoccupations. La RDC en crise, des responsables de l'ONU expriment, comme on vient de le voir, leur profonde inquiétude, notamment après que leurs collègues aient été contraints d'évacuer la ville de Goma pour le Rwanda. RDC, rien ne va plus. La France est accusée de semer le chaos. Des manifestants se sont pris à son ambassade à Kinshasa. Une partie du bâtiment a d'ailleurs pris feu. Tout cela, c'est que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et d'autres. Alors, les Congolais sont fatigués. On doit mourir combien de fois et par combien de jours? Nous revendiquons notre liberté sur notre sol, sur tous les plans. Et nous voulons que les rebelles qui se trouvent à l'est puissent quitter notre pays. Dans toute l'intégralité de la ville de Goma, qu'ils rentrent chez eux. Les conflits en Afrique avancent leur facture, 18 milliards de dollars par an. D'après le président kényan William Ruto, les conflits continuent de priver l'Afrique de son potentiel et entraînent le déplacement de 6 millions de personnes. Selon Ruto, l'Afrique abrite actuellement 35 millions de déplacés, 9 millions de réfugiés et 1,1 million de demandeurs d'asile, sans oublier les 1 million d'apatrides. Les conflits en Afrique, on en parle encore durant la dernière partie de notre rendez-vous du jour. Ces dernières années, l'insécurité sous toutes ses formes a provoqué 8 millions de morts, peut-être plus, surtout au niveau de la région des Grands Lacs où se situe le puits d'Adès qui a été évoqué avec la RDC en proie à d'intenses violences qui n'en finissent pas. Remontons plus loin dans l'histoire, en 1994, 2 millions de Rwandais exterminés à l'intérieur du Rwanda et plus de 6 millions de Congolais, de Rwandais et d'Ougandais en RDC. Des régions qui ont vu également 4 chefs d'État tués, des centaines de ministres et de dirigeants assassinés. Avec le nombre de victimes des combats entre le groupe du M23 et l'armée régulière congolaise, on arrive à un nombre de morts plus important que toutes les guerres de par le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les racines de ces différents conflits? Pourquoi on en parle si peu? Eh bien, ce soir, nous avons décidé d'en parler avec vous et notre invité du jour, c'est maintenant. Et on parle de ces conflits de cette région en Afrique, ou plutôt on évoquerait, d'après les chiffres, il s'agit d'un génocide qui ne dit pas son nom, concernant cette partie de l'Afrique des Grands Lacs, notamment RDC. Et pour cela, on reçoit ce soir un spécialiste de cette zone, en la personne de Patrick Mbeko, qui intervient à partir de Montréal. Bonsoir Patrick Mbeko, merci d'être des nôtres. Plaisir, bonsoir. Alors Patrick Mbeko, vous êtes également auteur de nombreux ouvrages sur les conflits et les causes concernant l'Afrique et l'Afrique des Grands Lacs. Et notamment, vous avez écrit un livre, moi personnellement c'est comme ça que je vous ai connu, il y a quelques années vous avez écrit un livre sur Kadhafi, Objectif Kadhafi,
4 décennies de guerre occidentale sioniste qui s'est soldée par la tragédie que l'on connaît, livre à se procurer vraiment si on veut savoir, si on veut comprendre comment la Libye est arrivée à ce point de crise qu'elle rencontre actuellement. Alors on va me dire, pourquoi est-ce qu'on parle de la Libye? Eh bien actuellement, Saif el-Islam, le fils du défunt guide, sort de son silence concernant le financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy, jugé en ce moment. Alors Nicolas Sarkozy aurait par 4 fois tenté par des intermédiaires d'opérer une pression sur le fils de Kadhafi. Un commentaire. Écoutez, je dirais tout simplement que le financement de la campagne de M. Sarkozy par le clan Kadhafi est un secret de polichinelle. Quand j'ai commencé à travailler justement sur la Libye, c'était l'une des informations que m'avaient donné des sources libyennes. Et vous parlez de 4 tentatives pour soudoyer, pour essayer d'inverser la version officielle relative à cette affaire. Moi, je vous dirais même qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des menaces de mort, et même plus, il y a eu quand Kadhafi est tombé, la plupart de ses proches avaient été arrêtés, certains ont été torturés parce qu'on voulait savoir s'ils avaient des informations sur ce financement-là. Donc, ce qu'a dit le fils Kadhafi confirme ce que l'on sait déjà depuis un moment et que M. Sarkozy essaie toujours qu'il nie toujours en réalité. Mais c'est un secret de polichinelle. Tous ceux qui s'intéressent à ce dossier savent que le colonel Muammar Kadhafi a financé la campagne de M. Sarkozy. Alors on va évoquer, on arrive à présent à la situation en RDC, c'est un conflit aux origines anciennes. Alors tout d'abord Patrick Mbeko, pourquoi le M23 accentue ses attaques sur Goma? Alors Goma, c'est la ville de l'Est de la République démocratique du Congo, située sur la rive nord du lac Kivu, je le dis pour nos téléspectateurs. Oui, en fait, en réalité, quand on parle du M23, il faut plutôt parler du Rwanda, puisque le M23 n'est qu'un c'est l'avant-poste en fait du Rwanda. Le Rwanda utilise en fait ce groupe armé pour déstabiliser la RDC. Mais les ordres, le commandement, la feuille de route provient directement du Rwanda. Alors pourquoi est-ce qu'on déstabilise Goma aujourd'hui? C'est parce que les discussions relatives à aux discussions de paix entre le président Tshisekedi et M. Kagame à Luanda ont échoué, les discussions ont échoué, et pour augmenter la pression, pour faire monter la pression sur le gouvernement congolais, le M23, le Rwanda, via le M23, a décidé d'attaquer la ville stratégique de Goma, puisqu'il s'agit quand même d'une ville très importante, c'est le chef-lieu quand même de la province du Nord Kivu. Donc il s'agit ici de mettre davantage de pression sur le Congo pour l'emmener à négocier selon les termes que Kigali aimerait voir imposer. Alors, on a tenté des médiations entre tous les protagonistes, l'ensemble des protagonistes, discussion de Nairobi et de Luanda, vous venez d'en parler, mais sans le groupe M23. Félix Tshisekedi a toujours refusé de dialoguer avec ce groupe. D'après vous, c'est parce qu'il est soutenu par Kigali? Exactement. Je pense que Félix Tshisekedi veut tout simplement discuter avec le maître d'œuvre qui est le président Kagame et donc le Rwanda. Il ne sert à rien de discuter avec des marionnettes qui servent de sous-traitants à un pays qui vous déstabilise pour des raisons que tout le monde sait et qui ont été largement documentées dans les rapports des Nations Unies. Donc, en fait, ce que Félix fait, il essaie d'appliquer la même logique que le président Poutine applique aujourd'hui dans la recherche de résolution de la crise ukrainienne. Les Russes, excusez-moi cette digression, mais je fais cette digression pour essayer d'expliquer. Allez-y, je vous en prie. Ce qui se passe, c'est que les Russes savent que la guerre qui est menée contre leur pays est pilotée depuis Washington. Et donc l'Ukraine n'est qu'un détail de l'histoire dans cette affaire. Et c'est la même chose dans le cas de la RDC, où le Rwanda fait la guerre à la RDC par un M23 interposé. Alors, M. Félix Tshisekedi ne veut pas perdre son temps à discuter avec des marionnettes. Il préfère directement discuter avec le marionnettiste en chef, qui est M. Kagame. Il n'y a pas d'autres marionnettistes en chef. La filière s'arrête à Paul Kagame ou il y a d'autres acteurs en chef dans l'équation, selon vous? Mais dans le dossier du 1-23, vous avez le marionnettiste en chef qui est Kagame. Après, vous avez d'autres parties prenantes qui se positionnent en fonction de leurs intérêts dans la région. Je pense ici à certains pays occidentaux qui entretiennent des liens étroits avec le Rwanda, y compris leurs multinationales, qui profitent en fait de la contrebande de ressources naturelles qui sort de la RDC et qui passe par le Rwanda pour se retrouver dans certaines capitales occidentales et même aux Émirats arabes unis. Alors on remarque, Patrick Mbeko, que l'armée congolaise a du mal face aux groupes M23 qui sont mieux équipés, mieux organisés. Comment vous l'expliquez?
Mais il y a d'abord un problème de leadership militaire au niveau du Congo et des organisations aussi. Après, il faut aussi se poser des questions de base. C'est que comment voulez-vous que des militaires qui gagnent 50 à 80 dollars par mois aillent se battre pour des politiciens, pour un pays, pour se battre pour un pays dont les politiciens préfèrent, eux, empocher des sommes énormes au détriment de l'armée. L'armée n'est pas bien financée, il y a des détournements de fonds, il y a un problème de gouvernance. Je crois qu'aujourd'hui, l'armée congolaise est à l'image de la RDC, c'est-à-dire qu'un pays qui a un problème de gouvernance très sérieux. Et donc, il est tout à fait normal que l'armée se retrouve dans cette situation. Il y a un autre phénomène qui est celui de l'infiltration. L'armée congolaise, en fait, est un agrégat de plusieurs groupes d'anciens de l'ancienne armée congolaise, plus les groupes armés, certains ayant été soutenus, créés par le Rwanda et l'Ouganda, et dont les éléments ont été injectés dans cette armée. Donc, le Rwanda a réussi à peupler l'armée congolaise d'un certain nombre de budgets qui deviennent en fait sa cinquième colonne au sein des forces armées congolaises, ce qui explique en partie aussi la difficulté pour l'armée congolaise de relever le défi que pose le M23 aujourd'hui. Alors, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, avait fait une promesse de campagne, c'est-à-dire d'en finir avec l'insécurité face aux événements tragiques qui traversent le Nord Kivu. Est-ce que vous pensez qu'il est complètement impuissant, désarmé face à cette complexité du Nord Kivu? Je pense que la présence congolaise est quand même dépassée par les événements. Et il faut dire, et ici je ne veux pas dire à la décharge du Rwanda, mais je crois qu'il faut aussi regarder du côté congolais. Il y a des défaillances importantes, il y a une absence totale de vision et il y a aussi une certaine peur. Hein. Quand on voit la position de la RDC dans cette histoire, on est quand même surpris de constater ou d'entendre le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement dire que la RDC n'exclut pas de déclarer la guerre au Rwanda quand le Rwanda, lui, a déclaré la guerre à la RDC par un M23 interposé. Alors j'ai commencé le début pour vous présenter, en tout cas présenter la page de l'invité du jour, en disant que depuis les années 94, c'est-à-dire après, plus ou moins après la chute du mur de Berlin, que dans la région, que ce soit même en Ouganda, au Burundi, en Centrafrique, en RDC, il y a eu à peu près 8 millions de morts, ce qui est ça dépasse complètement l'entendement. Pourquoi, selon vous, on ne parle pas beaucoup de ces morts qui endeuillent ces régions depuis presque 30 ans, Patrick Mbeko? Il y a plusieurs raisons. Je crois que la plus importante, mais on en parle. Le problème n'est pas d'en parler, le problème est de dire ce qui se passe véritablement, parce que quand on en parle, c'est de manière souvent tronquée. On appelle des experts occidentaux qui ne comprennent rien à la réalité du terrain ou qui sont en réalité des gens affiliés idéologiquement au Rwanda de Paul Kagame, parce qu'il faut quand même rappeler que Kagame a réussi à mettre en place un réseau très important de gens, de sympathisants et de soutien en Occident, et ce réseau travaille à orienter le débat sur la réalité du terrain dans l'Afrique des Grands Lacs où le Rwanda propage la mort et la désolation. L'autre chose aussi, c'est de pointer du doigt le rôle problématique des médias occidentaux qui ne pointent pas du doigt en fait les véritables responsabilités, parce qu'au-delà du Rwanda et de l'Ouganda, parce qu'on a peu parlé de l'Ouganda, il y a des firmes multinationales qui profitent quand même de tout ça. Le Rwanda est devenu la plaque tournante des minerais qui n'existent pas dans son sous-sol et dont profitent plusieurs firmes occidentales et pays occidentaux. Ça pourrait expliquer aussi le silence ou en tout cas la relative indifférence qui caractérise la couverture médiatique des événements relatifs à cette région. Alors, une région, on a insisté, on le redit encore, qui traverse une crise humanitaire sans précédent. En 2023, l'Algérie en 2024 surtout, l'Algérie avait donné 123 tonnes d'aide humanitaire pour la RDC. En 2023, également, l'Algérie avait donné 500 000 $ aux déplacés congolais. Mais on le voit, certains pays africains sont plutôt timorés face à cette crise en RDC. J'en veux pour preuve le communiqué de presse de cette semaine de la Commission africaine où Moussa Faki Mahamat demande l'arrêt des combats mais sans nommer les parties intégrantes. Comment expliquer ça? Comment vous expliquez que des pays voisins, des pays limitrophes prennent plus ou moins leur distance quand ils ne se réfugient pas dans un mutisme? Mais il faut dire que le continent, l'Afrique subsaharienne surtout, est à l'image de ses dirigeants. Quant à l'Union africaine, tout le monde sait, en tout cas sur le continent, qu'elle n'est pas
à la hauteur des enjeux qui caractérisent auxquels le continent est confronté, et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Il y a aussi le fait que Kagame a beaucoup de soutien parmi les chefs d'État qui se montrent complaisants à son égard. Donc tout ça permet de comprendre la posture attentiste de la plupart des chefs d'État. Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire parce qu'on veut construire une Union africaine qui réunit les peuples, mais en fait, en réalité, c'est une Union africaine qui, sur le plan politique, est très faible et qui est incapable de peser sur le cours des événements au sein même du continent africain, ce qui pose vraiment problème. Alors, il y a aussi cette question qui est très importante quand on évoque la crise en RDC, c'est-à-dire la question des minerais, le M23. Et c'est évoqué dans un rapport des experts des Nations Unies, le groupe qui est soutenu par Kigali, on le dit encore. Alors, le groupe M23 s'accapare le cobalt ou le coltan dans la région est de la RDC. L'extraction est évaluée à 120 tonnes par mois dans la mine de Rubaya, qui est la mine qui est une des plus importantes, ou la plus importante, qui est le plus important gisement, non seulement de la région, mais du monde. La RDC, on le rappelle, détient 60% du coltan dans le monde, dont on fabrique plusieurs choses, les fuselages d'avions, de fusées, les téléphones portables, consoles de jeux. Alors ce coltan est extrait par le groupe du M23, il est acheminé ensuite à Kigali, où il est étiqueté comme une production rwandaise. Alors, on est en train de décrire là un trafic de grande ampleur, Patrick Mbeko. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une crise? Est-ce que c'est justement... Oui, en réalité, parce qu'en fait, il y a la crise, et c'est une crise, je dirais, multifactorielle. Mais l'élément de fond, l'élément central dans cette crise, c'est l'exploitation illicite de ressources naturelles congolaises, entre autres le coltan. Le coltan sort par le Rwanda, et puis du Rwanda, le coltan se rend dans plusieurs capitales occidentales. Et ça, tout le monde le sait, et ironie de l'histoire, c'est que l'Union européenne vient de signer un protocole d'accord avec le Rwanda sur les matériaux critiques, entre autres les minerais stratégiques qui proviennent de la RDC. Et c'est la même Union européenne qui fait la leçon au monde entier sur les affaires d'état de droit, sur les droits de l'homme et tout ça, alors que l'Union européenne aujourd'hui est partie prenante indirectement dans cette histoire parce qu'en soutenant politiquement et diplomatiquement le Rwanda qui, lui, propage la mort et la désolation dans la région, l'Union européenne se fait complice des actions du Rwanda via le M23 en République démocratique du Congo. C'est en partie l'une des raisons qui permet de comprendre aussi la complaisance d'un certain nombre d'États à l'égard du Rwanda qui, lui, continue à propager la mort, la désolation et la souffrance à l'est du Congo. Donc la question des ressources naturelles, elle est centrale. Et d'ailleurs, je rappelle que ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous lisez le premier rapport des Nations Unies, le 2001, dans lequel on pointait près de 85 compagnies étrangères, entités étrangères, impliquées à l'époque. La guerre faisait rage à l'est du Congo. Le pays était divisé en trois. Il y avait des grandes compagnies américaines et européennes qui étaient impliquées. Et on voit que la logique se poursuit aujourd'hui et avec le tournant vert dont on parle maintenant, les voitures électriques et tout ça, on a besoin de certains minéraux critiques, des matériaux critiques en tout cas, et des minerais qui se retrouvent en nombre en RDC. Et on préfère passer par le Rwanda qui joue le rôle de sous-traitant dans cette entreprise de la mort qui fait beaucoup de victimes aujourd'hui au Congo. Alors l'exploitation du cobalt rapporte, selon le rapport de l'ONU, 800 000 $ par mois au M23. Le groupe, je le disais, l'achemine vers Kigali. D'ailleurs, la Banque centrale rwandaise annonce qu'entre 2021 et 2023, la production de cobalt a doublé. Ce sont des recettes qui échappent à Kinshasa, évaluées à 300 000 $ par mois, selon le rapport de l'ONU. Mais le rapport de l'ONU ne dit pas à qui sont les bénéficiaires en bout de chaîne. On sait par exemple que actuellement Appel France et Appel Belgique sont en justice avec Kinshasa parce qu'ils utiliseraient le cobalt qui proviendrait de la mine de Rubaya. Exactement. En fait, c'est ça le problème de la plupart des rapports des Nations Unies depuis un moment. Les premiers rapports étaient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus révolutionnaires, entre guillemets, si on peut dire, parce qu'on citait quand même des compagnies. Et puis après, à partir de 2003, il y a eu des fortes pressions du côté américain, britannique, pour que les noms de certaines compagnies ne soient pas cités. Certaines entités même ont été retirées du rapport final de 2003-2004. Et donc, depuis, on voit des rapports qui sortent, qui pointent du doigt des responsabilités au niveau régional, mais rien sur l'implication des grandes firmes occidentales qui, faut-il le dire aussi, ne s'approvisionnent plus de manière ouverte, utilisent des superfuges pour ne pas être repérés dans leur approvisionnement
des ressources naturelles qui proviennent de la région. Donc il y a tout ça. Et quand vous lisez bien, quand vous connaissez le dossier et vous lisez le rapport, vous voyez, il y a quand même il y a du rapport de l'ONU, vous constatez quand même qu'il y a une dimension politique non négligeable là-dedans. Je voudrais qu'on revienne sur ces échauffourées qui ont eu lieu. On a vu dans notre édition, on a vu des manifestants congolais s'en prendre à l'ambassade de France, où on a le bâtiment, une partie du bâtiment a pris feu. Est-ce que cette haine contre la force française est justifiée ou vous pensez que c'est alimenté? Comment vous le percevez? Puisque depuis le génocide rwandais, on sait que l'impact français dans la région a plus ou moins diminué au détriment d'autres forces comme les États-Unis, le Canada. D'ailleurs, vous en parlez largement dans vos ouvrages. Oui, je pense que dans le cas de la France, en ce qui concerne en tout cas les échauffourées d'aujourd'hui, c'est que la France a une position hypocrite dans le dossier des Grands Lacs et plus particulièrement dans ce qui concerne les tensions entre le Rwanda et la RDC. Paris fait semblant de soutenir une solution négociée, mais en même temps, la France reste un grand soutien du Rwanda. On a vu comment le président Macron s'est rapproché de Paul Kagame. On voit des anciens chefs d'État français, parce que ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, qui passe ses vacances au Rwanda, qui fête d'ailleurs son anniversaire de là-bas. On voit des entités françaises qui se rendent au Rwanda. On voit des intellectuels français qui s'alignent sur le réseau de Kagame en France. En fait, tout ça permet de comprendre la colère des Congolais à l'égard de la France, et c'est la raison pour laquelle l'ambassade de la République française à Kinshasa a été attaquée. Il faut que la France ait une position claire au lieu de jouer au chat à la souris avec les Congolais qui ne sont plus dupes et qui comprennent le double jeu, l'hypocrisie de certains pays occidentaux dans le règlement de la crise qui oppose la RDC au Rwanda. Alors dans vos ouvrages, notamment celui-ci, Objectif Kadhafi, mais également dans vos ouvrages qui concernent l'Afrique des Grands Lacs, vous parlez souvent de l'influence de l'entité sioniste au sein de l'Afrique. Il y a aussi un livre de Pierre Péan qui était intitulé Carnage, qui parlait de la profondeur géostratégique de l'entité sioniste dans des pays comme l'Ouganda, comme le Soudan. Ils voulaient l'éclatement du Soudan. Ils ont épaulé John Garang, par exemple. Ils étaient aussi présents au Nord Kivu. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux ou nous parler de l'influence sioniste dans la région? Quelle est leur profondeur? Quel est leur impact? Où en est-on? En fait, Israël a beaucoup d'alliés dans la région, à commencer par le Rwanda. Il ne faut pas oublier que le Rwanda est l'un des alliés les plus importants d'Israël sur le continent africain. Et ce n'est pas pour rien que le président Kagame a rencontré plus d'une fois le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Mais il faut aussi dire en même temps que la RDC aussi s'est beaucoup rapprochée d'Israël, notamment en raison de la présence en RDC des grands groupes évangélistes qui ont une vision de relations internationales qui est calquée sur des réalités bibliques. Donc, vous voyez un peu dans quoi on est. Et donc, tout ça permet de comprendre un peu le positionnement des uns des autres. Donc, Israël se positionne en fonction de ses propres intérêts et non des intérêts de tous ces pays africains. Au niveau de l'Ouganda aussi, il faut dire que l'Israël... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël a réussi à développer des relations, des rapports assez étroits avec des régimes de la région des Grands Lacs et tout particulièrement ceux du Rwanda et de la RDC qui se battent actuellement. On se rappelle aussi de l'aide apportée à Museveni en Ouganda par les conseillers en sécurité sionistes. Exactement. Mais si vous élargissez, vous allez voir que les Israéliens sont même présents aujourd'hui au Cameroun où ils sécurisent le président Biya. À Kinshasa, je dois rappeler un détail quand même très important. Lorsque l'Afrique du Sud a déposé la plainte contre l'État d'Israël devant la Cour internationale de justice, c'est la RDC qui est intervenue à bas bruit pour s'y opposer et donner son point de vue sur la question israélo-palestinienne en prenant fait et cause pour l'État d'Israël. Donc tout ça, il est essentiel de les comprendre. Mais les raisons pour lesquelles, les raisons pour lesquelles les uns et les autres se sont rapprochés d'Israël ou qu'Israël s'est rapproché d'eux, sont des raisons qui sont totalement différentes. Au niveau du Rwanda, il y a une dimension économique et politico-militaire. Du côté de la RDC, il y a une dimension politique et qui est beaucoup plus justifiée du côté congolais par la présence en RDC des groupes évangélistes qui gravitent aujourd'hui autour du président Tshisekedi et pour qui Israël
est un État exemplaire au regard de tout ce qui est dit dans la Bible. Donc il plaque sur les relations internationales et la géopolitique du Congo des affaires bibliques qui n'ont absolument rien à voir. Alors, David Ben Gourion disait à l'époque que l'Afrique était de première source d'intérêt pour l'entité sioniste et qu'il fallait jouer sur le conflit entre certains pays arabes et certains pays africains. Vous qui observez de long en large l'Afrique, est-ce que vous voyez ce plan s'esquisser quand vous voyez par exemple des conflits, des théâtres de crise en Afrique, est-ce que vous voyez ce plan en train d'être fomenté par rapport à ce que je disais? Mais moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, quand il faut voir qu'il l'a dit à un moment donné de l'histoire africaine et même de l'histoire de l'État d'Israël. À l'époque, les relations n'étaient pas les mêmes, les enjeux politiques et géopolitiques dans la plupart des pays, y compris sur le continent africain, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus de cela, il y a une présence très importante de plusieurs autres acteurs qui essayent de se positionner sur le continent en essayant de tisser des alliances ici et là avec des États africains, ce qui bouleverse totalement aussi la donne sur le terrain et modifie aussi le rapport de force sur le terrain politique, en menant parfois l'État d'Israël à composer avec des pays qu'il n'aurait pas voulu peut-être soutenir. On voit la même chose de la part des États-Unis. Et il est vrai qu'il y a toujours cette volonté d'opposer le nord au sud, au sud du Sahara. Mais de mon point de vue, il y a aussi aujourd'hui l'arrivée sur le continent des dirigeants qui sont beaucoup plus décomplexés, qui ne se laissent plus manipuler comme par le passé. Et donc je crois qu'un tel projet, de toute façon, n'aboutira pas au regard de tous ces enjeux que j'ai relevés. Alors, dernière question, Patrick Mbeko, rapidement. Quelle est la solution dans l'est de la RDC pour faire taire les armes et arriver à la paix? Rapidement. Moi, je crois que la solution, c'est le rapport de force sur le terrain. On dit que la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Et ici, on a affaire à un État qui est déterminé à déstabiliser le Congo, à occuper une partie du territoire national, quitte à le contrôler et à piller ses ressources naturelles. C'est les moi qui le dit. C'est le dernier rapport des Nations Unies qui vient de sortir en janvier de cette année. Donc je crois que le Congo renverse le rapport de force sur le terrain militaire pour parvenir à une paix véritable avec l'agresseur que le Rwanda. Merci Patrick Mbeko, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes auteur et spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, politologue aussi. Je vous dis à bientôt et encore merci. Et merci vous téléspectateurs d'avoir été des nôtres en vous souhaitant une agréable soirée et bonne continuation des programmes sur Al24 News.